élection qui vient là, élection de 2020 là, quand il y a eu élection un dimanche, quand il a été 18h, et que 19h a suivi 18h, et qu'il est 20h, on a gagné l'élection à un président Laurent Gbagbo. Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, et les gens ont peur. Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, et les gens tremblent. Mais pourquoi ils tremblent? Est-ce que Gbagbo lui est l'homme? Gbagbo n'est même pas un lion, Gbagbo n'est même pas un carnivore. Mais on dit qu'il vient dans une société où il y a les hommes. Et les gens, ils sont là, et puis eux, ils sont fébriles. Pourquoi? Ou bien vous reposez quelque chose. Je vous fais une confidence. Hein. Quand en 2011, ils ont bombardé, il y a eu la guerre ici. Et on tuait les gens. Et puis, j'ai vu sur France 24, ils n'ont pas pu tuer Gbagbo. Ils l'ont encagoulé. Et ils l'ont envoyé au Golf Hotel. Il dit, mais ceux-là, ils sont morts. Hein? Vous n'avez pas tué lui là, vous l'envoyez au Golf Hotel. Mais vous êtes morts, c'est en ça que nous sommes là. C'est en ça que nous sommes là. Gbagbo revient, il est acquitté. Et on leur dit que Gbagbo revient. Non, il va revenir. Non, s'il revient, il va descendre à Yamoussoukro. Qui a dit ça même? Aïe. Aïe. Ou bien quand il vient là, il va à Yamoussoukro. Quand Gbagbo vient là, quand on dit Gbagbo vient, nous sommes aujourd'hui jeudi. Quand on dit Gbagbo vient le dimanche à Abidjan ici, à partir d'aujourd'hui là, on a assiégé l'aéroport. On prend nos gaz, on prend nos seaux, on prend nos marmites, on prend nos épaules, on prend nos serviettes, on prend nos satéries, on prend nos poissons, on prend nos poulets. On s'en va dormir à l'aéroport. C'est là-bas on mange, c'est là-bas on dort. Gbagbo vient et puis on la met chez lui à la main. C'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur a été libéré. C'est vous-même qui l'avez envoyé là-bas. Parce que vous avez estimé que votre justice n'était pas à même de le juger. Il y a eu 9 ans de procès. Pendant ces 9 ans, vous avez envoyé tous les témoins qu'on pouvait trouver. Il y a des témoins même qui ne connaissaient pas le nom de leur village. On les a entendus. Il y a des gens qui disent qu'ils ont reçu des obus sur la tête. Mais ceux-là, miraculeusement, ont pu, avec ces obus-là, courir jusqu'à chez eux à la maison. Il y a des marchés qui ont été bombardés. Bizarrement, toutes les femmes qui ont été touchées ont les mêmes noms. Parce que c'est des bombes intelligentes. Quand la bombe la voit picher, balai, ça dribble. Quand la bombe la voit mailler Odette l'oignon, ça dribble. Quand la bombe la voit Odette soyer, ça dribble. Quand la bombe la voit arriver, ça dribble. Mais quand la bombe la voit connaître Maïmouna, ça tombe ciel. C'est dans l'amusement, ça là, ils nous ont mis. Hein. Et le monsieur est sorti. Il dit qu'il veut rentrer chez lui. Parce que toi-même, tu pensais que tu nous faisais du mal en levant la limite d'âge. Mais tu ne savais pas que tu t'avais du Gbagbo. On n'a fait que 18 mois. Et pendant ces 18 mois, on a fait des prodiges. Parce qu'on a augmenté les salaires des policiers. On a augmenté les salaires des enseignants. On a augmenté les salaires des médecins. On a augmenté les salaires des préfets. On a donné une prime aux agents du Trésor, une prime aux agents de la douane, une prime aux agents des impôts. On a donné aux citoyens les moyens d'avoir une vie décente. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Et ils nous parlent de ponts, ils nous parlent de routes. Mais ces ponts-là, ils l'ont fait sur quoi? Avec quel argent? C'est parce qu'on a bien géré. C'est parce qu'on a payé les dettes qu'on a pu atteindre le point d'achèvement du PPTE. Ça a dégagé des ressources pour pouvoir investir dans les infrastructures. Mais même là encore, ils ont eu le temps de nous voler. Ils ont fini leurs 2 mandats. On ne veut plus par là. Ils n'ont pas organisé l'élection. Gbagbo est notre candidat. Que celui qui gagne, gagne. Mais que celui qui perd, accepte de perdre des partis tranquillement. Donc, je reprends la parole au nom de ACI pour encore une fois vous dire merci d'être là et vous dire qu'on est venu pour vous appeler à la responsabilité.
nous savons déjà que nous sommes face à un public ouvert, puisque vous êtes déjà une jeunesse engagée, donc vous comprendrez facilement ce qu'on veut dire. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi la société civile parle de politique. La société civile parle de politique parce que quand les politiciens prennent les mauvaises décisions, c'est le peuple qui paye. Donc nous qui sommes du peuple et dans le peuple, nous avons le droit et même le devoir de nous lever contre tout ce qui va contre nos intérêts. Et c'est pour cela que nous lançons cet appel à la responsabilité face à nos réalités. Et quelles sont ces réalités? La première réalité que nous voulons aborder, c'est le fait que les gens veulent nous entraîner dans des élections sans réconciliation. Et ça, c'est très dangereux. Depuis 2017, à travers le FORCI, nous avons demandé la libération des prisonniers politiques. On a demandé beaucoup de choses dans le sens de la réconciliation. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas obtenu ces choses. Aujourd'hui, nous sommes à 3 mois des élections. Et la CEI organise ces élections comme si tout allait bien. Alors que la réalité, c'est qu'il y a plusieurs leaders politiques qui sont empêchés de participer au jeu démocratique. Et ça, c'est pas normal. C'est pour cela que nous sommes venus vous sensibiliser sur 4 de nos revendications. La première, c'est le fait qu'on demande depuis toujours au gouvernement d'organiser ce qu'on appelle le dialogue inclusif. C'est quoi le dialogue inclusif? Le dialogue inclusif, c'est un dialogue qui réunit tous les leaders politiques, tous les acteurs politiques et sociaux, et ensemble, ils s'asseyent pour définir un consensus qui permette d'aller réellement à des élections apaisées. On ne peut pas parler d'élections apaisées quand on distribue des peines par contumace de 20 ans à tous les leaders politiques qui voudraient se présenter à des élections. On ne peut pas parler d'élections apaisées quand on éloigne certains fils du pays alors que la loi, la constitution interdit qu'on contraigne quelqu'un à l'exil. Donc notre première revendication, c'est que le 6 août prochain, le 6 août 2020, le président de la République prenne une grâce présidentielle pour annuler toutes ces peines dont sont accablés tous les responsables politiques, tous les leaders politiques qui sont à l'extérieur du pays. Quand on dit tous les leaders, c'est vraiment tous les leaders. Le président Laurent Gbagbo, le président Blé Goudé, le président Soro Guillaume, le maire Benjo, tous ceux à qui on a distribué les 20 ans. On doit prendre une grâce présidentielle, annuler tout ça, permettre qu'ils rentrent au pays pour qu'on parle de réconciliation de façon véritable avant d'organiser des élections. Et cette grâce présidentielle doit s'étendre à tous les prisonniers politiques et militaires. Quelqu'un qui est parti en prison par rapport à une autorité qui a été acquittée, comment lui peut être maintenu en prison? C'est pas logique. C'est parce qu'eux, ils ne pouvaient pas faire le jugement ici qu'ils ont envoyé les gens à La Haye. Donc si La Haye a acquitté quelqu'un, automatiquement, tous ceux pour qui ces personnes-là ont fait la prison devraient être aussi libérés. C'est logique. Tous les exilés politiques doivent aussi être pris en compte dans cette grâce présidentielle que nous demandons pour que tous les fils du pays se retrouvent ici et qu'ensemble on définisse les conditions dans lesquelles on va aller à ces élections. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la liste électorale qui a été bâclée. Je ne vais pas vous ennuyer en vous racontant comment la CEI actuelle a été composée. Nous le savons tous. Mais aujourd'hui, elle donne raison à ceux qui la contestent. Elle produit des communiqués dans lesquels elle-même, elle reconnaît qu'elle se réfère au gouvernement pour ses décisions. Donc, elle n'est pas indépendante. Une CEI réellement indépendante,
devait toujours consulter et l'opposition et la société civile pour faire le calendrier électoral, pour exécuter toutes les tâches qu'elle a à faire dans le cadre de sa mission. Et ça, ce n'est pas le cas. Et comme nous avons affaire à des gens qui n'ont pas honte, quand on a demandé les prorogations des périodes pour la révision électorale, ils n'ont même pas eu honte de produire un communiqué pour dire que c'est à cause des pluies qu'eux ils prorogent jusqu'au 5. Alors qu'il y a des raisons objectives qui ont fait qu'on a écrit toutes ces demandes de prorogation. La première raison, c'est que la révision de la liste électorale s'est faite même de façon volontaire, s'est faite tardivement. Et ça, c'est pas normal. Dans le code électoral, la révision électorale se fait annuellement. Ça veut dire que tous les ans, on doit réviser la liste électorale. Chez nous ici, on ne respecte pas ça. En 2018, ils ont fait ça sur une semaine, du 18 au 24 juin. Et en 2019, il n'y a pas eu de révision. Cette année, tout en sachant que c'est une année électorale, dès que le code électoral a été promulgué, on aurait dû rapidement organiser cette révision parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à elle. On ne va pas entrer dans tous les détails, mais on va prendre quelques exemples. La révision de la liste électorale s'est faite pendant l'isolement d'Abidjan. Alors que nous savons tous que les Ivoiriens, ils font leurs pièces seulement quand ils ont un examen ou un concours. Nous tous, on est assis à la maison, on s'en fout des pièces. C'est quand tu sais que tu as un examen ou un concours à passer, tu t'en vas faire ton extrait, ton certificat de nationalité et le casier judiciaire. Personne n'avait prévu que la Covid arriverait. Donc, normalement, puisque la période des examens et concours part à partir du mois de juin jusqu'en septembre, mais les gens attendaient le mois de mai ou le mois d'avril pour commencer tout ça. Mais la Covid est venue nous surprendre. On met l'isolement d'Abidjan. Du coup, les gens ne peuvent pas se rendre dans les localités où ils sont nés pour aller faire leurs extraits de naissance. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est qu'eux-mêmes, ils ont pris une loi en 2018 pour faciliter comment on va dire ça, faciliter l'acquisition des pièces administratives. Mais ils n'ont fait aucune campagne de communication sur ça depuis 2018. Et c'est maintenant là, pendant la petite période où ils veulent faire la révision, qu'on dit aux gens, allez faire vos pièces, certificat de nationalité, c'est à 500, ils essaient de faire semblant de faciliter les choses. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve dans une situation où malgré les deux prorogations qui n'ont pas été faites de façon intelligente, parce qu'elles n'ont pas tenu compte des vraies raisons qui motivaient ces prorogations-là, finalement on se retrouve dans une situation où plusieurs nouveaux majeurs ont leur dossier dans le circuit et puis on dit c'est clos. Plusieurs nouveaux majeurs ont leur certificat de nationalité sous la main, on dit c'est clos. Mais même les anciens inscrits, beaucoup n'ont pas pu vérifier. Alors que nous savons que les listes ont été tripatouillées et qu'il y a des gens qui étaient inscrits dans une localité donnée, on les inscrit ailleurs, ils ne savent pas. L'application qu'ils ont donnée, ou du moins l'adresse en ligne qu'ils ont donnée pour qu'on puisse le faire à distance, ne marche pas. Donc nous disons que c'est volontairement que cette opération a été faite tardivement et dans son application même il y a eu beaucoup de problèmes. Même les machines ne marchaient pas. Ce qui fait que les opérateurs étaient lents. Tout ça mis l'un dans l'autre, l'opération de révision électorale a été bâclée. Et nous avons des chiffres. Le cas de Dabou est connu de tous, où il y a eu 30 000 dossiers qui ont été transmis, seulement 200 ont été traités. À Mans, 16 000 dossiers ont été déposés,
seulement 300 ont été traités. À Cocody, ici, 8000 dossiers ont été déposés, seulement 350 ont été traités. Au plateau, 20 000 dossiers ont été déposés, seulement 1500 ont été traités. Et si on veut citer, on ne va même pas quitter ici, parce que partout, il y a un problème. Mais est-ce que nous devons nous laisser faire? Et ce problème-là n'est pas résolu. On appelle les gens, non, venez faire parrainage. Ça dit que la CEI se moque des Ivoiriens. Et les Ivoiriens doivent être conscients de cela. Et quand on se moque de vous, vous devez réagir. Ils sont là, ils ont leur chat, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais si nous tous là, on se lève là, ça ne peut rien contre nous. Il y a Covid et puis les gens se sont levés au Mali. Donc si on a décidé de faire cette tournée là, c'est pour dire aux jeunesses des partis politiques, puisque vous êtes déjà engagés, pardonnez, levez-vous. Levez-vous. Parce que dans 3 mois, notre pays ne nous appartiendra plus. Déjà même actuellement, là, il ne nous appartient pas. Parce qu'en principe, de bons dirigeants dirigent pour le peuple. Et donc, ils tiennent compte de ce que le peuple veut. Chez nous, ici, là, ce qu'on veut, là, on s'en fout de ça. Et puis, on ne dit rien. Donc, ça continue. Donc, la deuxième revendication, c'est que le chef de l'État prenne une ordonnance pour reprogrammer cette révision électorale. D'après le code électoral, au plus tard le 31 juillet, la liste provisoire doit être disponible. Mais si cette liste-là n'est pas bonne, eux-mêmes ils reconnaissent qu'ils attendaient 6 millions de personnes, ils ont eu un peu plus d'1 million. C'est que c'est un échec, il y a un problème. Et nous savons tous pourquoi c'est comme ça. Donc on ne doit pas accepter ça. Parce que la liste électorale, c'est la base pour aller aux élections. C'est un instrument très important pour la légitimité et la crédibilité d'une élection. Et si on va aux élections dans ces conditions-là, ces élections-là ne seront pas légitimes, ne seront pas crédibles, et c'est clair. Donc on ne doit pas accepter ça. Le troisième problème, c'est celui de la CEI. Hier encore, sur la requête de l'opposition, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé qu'on puisse recomposer cette CEI. Et c'est très important. Parce que depuis le début, on se moque de nous dans cette affaire. Ils ont fait semblant d'organiser un dialogue. Dialogue là même, ça a commencé le 21 janvier 2019 avec les organisations politiques, les partis politiques. Mais on a exclu certains. Le premier jour, les gens de leaders sont venus, on les a chassés. On dit on entend faire dialogue. Par rapport à la société civile, ils n'ont pas invité tout le monde. À la première réunion, même le GPAC n'était pas là. Et on s'en est plaint. À la deuxième réunion, on prévoit un chevalet pour eux, mais le président n'est pas au courant. C'est quand les gens arrivent dans la salle que quelqu'un appelle pour dire, mais président, tu es où? Il y a un chevalet ici qui est en ton nom. Est-ce que c'est des gens qui sont sérieux? Le dialogue sur le code électoral, il n'a pas abouti. On a pris une ordonnance. Allez, on a voté le code électoral. Tout ça là, c'est du mépris. C'est du mépris. Et quand on te méprise, ça veut dire que tu n'es rien. Ça veut dire que ce que tu penses là, on s'en fout de ça. Mais il faut que tu réagisses. Il faut qu'on réagisse. Mais il y a plus grave problème que le problème de la CEI. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Le Conseil constitutionnel là, c'est plus important que la CEI. Parce que c'est lui qui donne les résultats définitifs. Il peut invalider une élection. Déjà que nous ne sommes pas dans une démocratie, quand tous les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel Conseil constitutionnel? C'est maintenant qu'on doit demander que ce conseil-là soit dissous. Comme il sait prendre les ordonnances, là, il n'a qu'à prendre l'ordonnance pour ça là aussi. Et puis, quand on va faire le dialogue inclusif, on va décider ensemble comment on fait pour élire les membres de ce conseil constitutionnel. Sinon, si on a fini de régler le problème de la CEI, là,
Ça là, ça nous attend devant là-bas. Et c'est maintenant qu'on doit en être conscient, c'est maintenant qu'on doit en parler. C'est la Constitution qui l'a dit. Ça a toujours été comme ça. Mais on sait dans quelles conditions la dernière Constitution a été prise. Donc vraiment, nous, on est venu vous demander pardon. Pour que, en qualité de pro-Côte d'Ivoire, vous apprêtiez vos esprits, vous apprêtiez vos cœurs à défendre votre pays. Parce que ça là, c'est pas affaire de politique. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de jeu politique. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a rien du tout. Et donc, en tant qu'Ivoirien, on doit être conscient de tous ces problèmes-là et les poser dès maintenant. C'est pour cela que le lundi prochain, nous allons faire une conférence de presse autour de toutes ces revendications. Les 4. La première revendication, c'est l'ordonnance pour reprogrammer la révision électorale. Maintenant, Abidjan n'est plus isolé, le contexte est favorable à ça. La deuxième revendication, c'est de demander le dialogue inclusif. Donc, prendre une grâce présidentielle pour libérer tout ce qu'on a attaché avec les 20 ans là, leur permettre de venir au pays et s'asseoir ensemble pour décider de comment on avance. Ce n'est pas le RHDP qui doit décider seul pour toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sérieux. Et on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça. Trop, c'est trop. Regardez comment les fonds du Covid ont été gérés. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui a reçu les 25 000. Je ne connais pas quelqu'un. Si vous en connaissez, on a utilisé les fonds du Covid pour faire la campagne avec les militants du RHDP. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, nous sommes venus vous dire qu'à la conférence de presse du 20, on va donner des précisions sur notre plan d'action. Donc, nous sommes venus vous sensibiliser à l'esprit de nos revendications, de sorte que quand le 20, on va lancer notre mot d'ordre, vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, que vous puissiez expliquer à ceux qui ne comprennent pas que la société civile n'est pas là pour chercher le pouvoir. Nous, ce qu'on veut, c'est la bonne gouvernance. Ce qu'on veut, c'est la paix. Et tout ce qu'on demande là, normalement, c'est les partis politiques que ça arrange. Mais nous, ça nous arrange parce que ça nous apporte la paix. Vous avez vu en 2010, parmi tous les leaders politiques là, qui est resté dedans? C'est le peuple. On manque qu'il y a eu 3000 morts. Nous tous, on sait combien de morts il y a eu. Il ne faut pas que ça recommence. Et comme le national l'a dit, crise préélectorale là, c'est mieux que crise post-électorale. Et c'est dès maintenant que nous devons nous lever pour réclamer ce qui nous revient de droit. Le chef de l'État est garant de l'unité nationale. Ce n'est pas lui qui doit diviser. Ce n'est pas lui qui doit frustrer. Et quand c'est le cas, le peuple se lève. Aujourd'hui au Mali, là, le président ne sait même pas comment il va faire. Et si on ne veut pas nous écouter, il faut qu'on se lève. Donc vraiment, je ne vais pas être plus long que ça. Je voudrais vous dire et répéter ce que j'ai dit à Yopougon la dernière fois. Quand on vous dit que la jeunesse c'est l'avenir, on vous endort. C'est pas faux, mais c'est votre présent qui détermine votre avenir. Donc c'est sur le présent là, on doit travailler d'abord. C'est le présent là qui va faire que demain tu vas devenir quelqu'un. Donc c'est aujourd'hui que tu te lèves pour les problèmes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il vous donne le cœur patriotique et rendez-vous le 20 pour les détails de notre stratégie. Je vous remercie. Откройте. Не бойтесь.